Je vais appeler le premier intervenant de cette journée, Antoine Nicot. Bonjour. Je vous présente juste. Vous êtes donc chercheur au GREC Sud. Le GREC, c'est le groupement d'experts sur le climat en région PACA. Vous allez nous parler des conséquences du réchauffement climatique. Ce que je peux vous dire, parce que j'ai vu sa présentation, c'est que ce qu'on a vécu cet été avec ces températures caniculaires et puis sur ce début d'année assez doux finalement. Bon là il paraît que les températures vont un peu redescendre, mais il fait quand même plus doux que d'habitude. Et ça préfigure un petit peu ce qui nous attend. Enfin, je ne sais même pas si on peut dire ce qui nous attend, parce que moi j'ai l'impression qu'on a plutôt les pieds dedans. Donc je vous laisse la parole sur ce sujet-là. Vous avez un micro, c'est parfait. Je vais l'enlever. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je pense qu'aujourd'hui je vais parler face à des gens qui sont convaincus du changement climatique et de ses effets. Je ne sais pas comment on lance la présentation. Voilà, merci. Donc je vais commencer, je vais être très court, 20 minutes pour exposer l'évolution du climat, les conséquences, etc. C'est très très peu, donc ça va être comme une grande introduction où je vais vous montrer quelques exemples. Alors pour un lundi matin, ça va faire beaucoup de figures et de graphiques, mais je vais essayer d'être le plus clair possible et après vous pourrez poser des questions. Donc je commence, j'ai 2-3 diapos sur le contexte global. Donc sur le contexte global, on voit, là c'est un graphique de l'évolution des températures. J'ai d'ailleurs pas 2022 dessus, mais donc on voit qu'il y a une très très forte augmentation des températures depuis le début de l'ère industrielle, ça veut dire depuis le début du XXe siècle. Ce qui est vraiment le plus inquiétant dans cette hausse de température, c'est son ampleur, mais c'est surtout sa rapidité. Et une rapidité qui est vraiment, qu'on observe vraiment depuis une trentaine d'années, et sur les 10 dernières années, on sait quasiment les 10 dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées à l'échelle de la planète. Et en France, les 8 dernières années sont les plus chaudes, et 2022 est elle-même l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Il y a eu des rapports du GIEC qui sont sortis l'année dernière. Donc, je vais pas décliner le rapport du GIEC, je vais juste donner quelques éléments sur le réchauffement climatique. Il dit que le niveau de réchauffement de ces dernières décennies est sans précédent depuis au moins 2000 ans, voire plus. Et donc on rentre dans un territoire inconnu. En fait, on arrive, la rapidité de changement, on n'y a jamais fait face, et c'est ça qui va être très dur. Ça empêche les systèmes, en tout cas ça renforce la difficulté des systèmes, que ce soit des systèmes socio-économiques ou des écosystèmes, à s'adapter à cette évolution des températures parce qu'elle est très rapide. Un autre point qui est vraiment important, c'est que ce réchauffement climatique, cette hausse des températures-là, dans l'ensemble de la variabilité, toute la variabilité n'est pas liée à l'homme, mais le réchauffement qu'on observe sur ces décennies est à 100% lié à l'homme, et aujourd'hui, en tout cas au moins au niveau des scientifiques, ça fait consensus. Donc l'homme est intégralement responsable de ce réchauffement climatique par l'intermédiaire de l'émission des gaz à effet de serre. Donc là, il y a plusieurs origines. C'est essentiellement l'utilisation des énergies fossiles, mais c'est aussi tout ce qui est lié à l'agriculture industrielle, à la déforestation, même aux cimenteries qui émettent beaucoup de par l'énergie déployée et par les gaz qui sont émis par les processus de transformation. Donc voilà, alors le fait que ce soit entièrement l'homme, ça pose un problème, mais c'est en même temps presque une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on est, pas impuissant vis-à-vis de ces changements. Donc on peut mettre en œuvre des choses, pour les limiter, et puis maintenant qu'on le sait, on va pouvoir aussi s'adapter derrière. Le réchauffement global, c'est pas la seule crise environnementale à laquelle on fait face, il y en a beaucoup. Il y en a une dont je vais juste vous parler un tout petit peu rapidement, c'est l'érosion de la biodiversité, parce qu'aujourd'hui, et c'est dit dans le dernier rapport du GIEC, et le GIEC et l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, donc des groupes de scientifiques intergouvernementaux, sont d'accord pour dire que l'érosion de la biodiversité, ils ont mis en évidence un effondrement sans précédent de la biodiversité sur les 30 dernières années. Il y avait un rapport du WWF qui montre qu'en 30 ans, on a perdu 70% des vertébrés sur la planète.
Alors pas des espèces, hein, mais du nombre d'individus, 70%. En France, c'est à peu près 70% des insectes qui ont disparu et 30% des oiseaux. Donc on a un vrai déclin de la biodiversité sur ces dernières années. Le problème, c'est qui commence à se dessiner, c'est les interactions fortes qu'on a entre changement climatique et biodiversité, parce que les deux phénomènes sont intrinsèquement liés. En fait, on a la biodiversité qui, elle, donc montre un déclin très très fort, en lien, alors un point commun entre les deux, dans les deux cas, c'est l'activité humaine qui est en cause, mais la biodiversité elle-même, en fait, rend des services pour lutter contre le réchauffement climatique. On parle beaucoup de planter des arbres, parce que les arbres séquestrent du carbone. En fait, tous les écosystèmes séquestrent du carbone. Ils séquestrent à peu près 50% dans leur ensemble du carbone qu'on émet. Ça veut dire qu'il y a 25% à peu près, ou 23% qui vont vers les océans, et l'autre moitié qui est séquestrée par les écosystèmes terrestres, les forêts, les prairies, les sols. Donc le problème, c'est que, et là c'est des solutions d'atténuation, donc de réduction des gaz à effet de serre, mais il y a aussi des solutions d'adaptation. Ça veut dire que, par exemple, les forêts permettent de séquestrer du carbone, mais elles permettent aussi de stabiliser les bassins versants, de favoriser l'infiltration de l'eau, l'épuration de l'eau, etc., etc. Et il y a beaucoup d'effets. Les écosystèmes rendent beaucoup de services à tous les niveaux, ne serait-ce que même par la biodiversité des sols, nécessaire à la productivité des végétaux. Donc elles rendent beaucoup de services à l'ensemble de nos activités et à la lutte contre le changement climatique. Le problème, ce qu'on observe depuis quelques années, et voire un peu plus, on arrive un peu plus à le discerner, c'est les effets du changement climatique sur la biodiversité qui commencent à être vraiment de plus en plus marqués. Alors c'est sûr qu'on a mis assez longtemps à les dissocier des autres facteurs, parce que c'est jamais un facteur unique, donc il y a un ensemble de facteurs qui agissent sur la biodiversité, mais le climat commence à avoir une pression de plus en plus forte. Donc voilà, la biodiversité rend des services, mais elle est attaquée elle est aussi mise à mal par les évolutions du changement climatique. Et ce changement climatique étant très rapide, la biodiversité a elle-même beaucoup de mal à s'adapter. Donc après cette grande introduction, presque caricaturale, je vais parler des enjeux du changement climatique dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et quand je peux, je vais essayer de zoomer mes informations sur le Var. Donc déjà, là, ce graphique, c'est la hausse des températures maximales annuelles à l'échelle de la région PACA. Donc on voit qu'on a une hausse des températures progressive, très forte. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais la hausse de la température planétaire, elle est de 1,1 degré depuis le début du XXe siècle. Sur la région, la hausse des températures, depuis les années 60, c'est à peu près 3/10 de degré par décennie. Donc depuis les années 60, on a gagné déjà 1,8 degré en hausse de température sur la région. Si je veux comparer à l'échelle de la planète depuis le début du XXe siècle, on est à peu près à 2,1 degrés de hausse des températures. D'ailleurs, là, c'est le graphique des températures maximales, donc moyenne annuelle. Donc là, c'est la température maximale, température de jour. C'est un peu plus, je crois qu'on est autour de 2,3, 2,5 degrés. Ce qu'on voit bien sur ce graphique, c'est les températures de 2022. Là, elles y sont, 2022. On voit que pour les températures de jour, 2022, pour la région, est bat des records, mais énormément. Je pense qu'on est plus de 3,5, voire 3,7 degrés au-dessus des normales. Donc là, je ne sais pas si c'est ça. Donc on le voit bien ici. Donc cette année, que ce soit température de jour, température de nuit, que ce soit les températures d'été, l'été aussi a été le plus chaud jamais enregistré, l'année a été la plus chaude, on a battu tous les records. Et on a battu aussi des records sur la région, même en termes de manque de précipitations. Cette année 2022 est vraiment exceptionnelle. Elle bat même en termes de température l'année 2023, en tout cas l'été 2023 qui avait été le plus chaud jusqu'à présent. Là, l'été, le problème, c'est qu'on a eu une vague de chaleur. Alors difficile, elle a eu quelques pics, mais ce qui a été très impressionnant cette année, c'est que depuis fin mai, début juin jusqu'à la mi-septembre, on a eu des températures quasiment toujours au-dessus des 30 degrés. Donc cette année, on a fait face à une vague de chaleur qui n'a pas battu des records forcément en termes d'intensité, mais qui a battu des records en termes de durée. Et ça, c'est sur les écosystèmes et sur notre santé et sur les activités socio-économiques, ça commence à poser des vrais problèmes. Cette année 2022, en fait, elle représente à peu près l'année moyenne
ce que disent à peu près tous les chercheurs, l'année moyenne d'ici une petite trentaine d'années. Ça veut dire que ça sera devenu une année normale, et ça, on risque de ne pas y couper. Hein. Ça fait partie, c'est quasiment, ça a de très très fortes probabilités. Donc, associé à cette hausse des températures, bien sûr, une augmentation de la fréquence des vagues de chaleur, de la fréquence, même je dirais de l'intensité et de la durée des vagues de chaleur. Même on a vu cette année des vagues de chaleur très précoces. Donc voilà, et si on prend depuis la fin de la guerre, là, depuis 1947, on enregistre des épisodes. Il y a plus de 2/3 des épisodes qui ont été enregistrés, qui ont eu lieu ces dernières années. Et notamment, là, il n'y a pas 2022 dessus, donc Météo France n'a pas encore intégré dans ce graphique la canicule 2022. 2022, elle va être un peu... Alors là, c'est la durée, et là, c'est l'intensité. Donc on voit qu'en termes d'intensité, c'est 2019, qui avait été la canicule la plus intense. Quasiment la moitié des stations météo du sud-est avaient battu des records de température, avec des 44 degrés, je ne sais plus, à Vinon-sur-Verdon, il y en a eu plusieurs endroits dans le Var où on avait dépassé les 44 degrés. Et 2003, qui est une canicule historique, qui avait été très chaude, mais surtout très très longue. Et en fait, historique aussi en termes de mortalité, parce que je crois qu'en Europe, ça avait été 70 000 morts supplémentaires et 15 000 morts supplémentaires en France. 2022 est entre les deux. Elle est plus longue que 2023, un peu plus chaude que 2023, mais moins intense que 2019. Alors on parle beaucoup de canicule. Quand on parle de canicule, on parle on est très sensible aux canicules d'été parce qu'on les ressent très fortement. Ce qu'on observe aussi, c'est la hausse des températures concerne toutes les saisons. Et ce qu'on observe depuis quelques années, c'est des hivers extrêmement doux, voire, j'ai mis des vagues de chaleur hivernales, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais avec des hausses des ampleurs de température qui sont quasiment plus importantes que celles qu'on observe en été pendant les canicules. Donc ça a des conséquences directes, et vous avez sûrement dû en subir les conséquences, sur la végétation, sur les cultures. C'est-à-dire que les cultures vont avoir tendance à débourrer beaucoup plus tôt et être beaucoup plus sensibles aux gels hivernaux. Le nombre de jours de gel diminue, mais par contre, l'exposition des cultures au gel, elle augmente parce que la végétation démarre beaucoup plus tôt. Et à chaque fois, d'ailleurs, il y a des organismes, là j'ai mis les dégâts du gel d'avril 2021 ont été attribués au changement climatique. À chaque fois qu'il y a des événements climatiques, il y a un organisme qui s'appelle World Weather Attribution qui attribue des événements météorologiques ou pas au changement climatique. Et les gels qu'on a observés, maintenant c'est quasiment chaque année, sont attribués au changement climatique. Je vais aller un peu plus vite. L'évolution des précipitations, alors elle est moins marquée, beaucoup moins marquée que celle des températures. Malgré tout, on le voit là, ici, quand vous avez des petits ronds marrons, c'est qu'on observe depuis les années 60 une diminution des précipitations au niveau de la moyenne annuelle. Donc sur les départements des Alpes-Maritimes et du Var, on a une tendance à la diminution des précipitations. Là, c'est un graphique depuis les années 1900. On voit surtout qu'il y a une très grande variabilité, mais il y a quand même une tendance à l'assèchement depuis les années 70, on a perdu à peu près 14% des précipitations. Mais malgré tout, il y a une grande variabilité. Le vrai problème, c'est la combinaison de la hausse des températures et de la baisse des précipitations, qui, elle, là ici, alors c'est à Cannes et à Nice, on voit la très forte hausse des températures estivales, associée à la baisse des précipitations estivales. Donc là, on va vers une augmentation en durée de la période de sécheresse estivale et en intensité aussi. Et donc avec une diminution forte de la teneur en eau des sols. Donc en fait, la hausse des températures n'est pas compensée par une hausse des précipitations. On a même une tendance à la diminution des précipitations, donc plus d'évapotranspiration. Et aussi plus de besoins en eau, donc plus de prélèvements. Donc tout va vers une diminution forte de la ressource en eau. Là, j'avais mis un petit graphique comme ça, c'est pour dire que en fait, toutes les composantes aujourd'hui du cycle de l'eau vont être impactées par le changement climatique. Ça va du niveau de la mer à l'évaporation au niveau de la mer, jusqu'à l'enneigement, donc une diminution de l'enneigement, une fonte précoce de l'enneigement. Donc, bien sûr, on parle beaucoup des stations de ski, mais aussi des conséquences au niveau de la ressource en eau.
directement, hein. Ça veut dire que les soutiens de débit aux rivières, aux nappes phréatiques, aux étiages, deviennent beaucoup moins, par la neige, deviennent beaucoup moins importants. Et tout se passe beaucoup plus tôt dans la saison. Donc la période de sécheresse estivale, la période où on aura un manque en eau, va être de plus en plus longue. Voilà, donc avec des sécheresses estivales plus sévères, des diminutions des débits de surface qu'on observe déjà, une augmentation du nombre de jours d'assec, ça veut dire le nombre de jours d'assec, ça veut dire dans les cours d'eau intermittents, les cours d'eau qui vont devenir à sec, et des cours d'eau qui n'étaient pas en intermittence vont aussi montrer des périodes d'assec de plus en plus. Donc avec diminution aussi, augmentation de l'eau, de la température de l'eau, diminution du niveau des eaux souterraines, augmentation du risque de crue. Alors là, on va être avec la diminution, l'augmentation des épisodes méditerranéens, je vais y revenir rapidement après. Donc tout ça, les conséquences, j'essaye de faire vite, c'est la tension sur la ressource en eau, avec des conflits d'usage et qui se dessinent de plus en plus, on l'a vu cette année, hein, il y a des gros problèmes, et une dégradation aussi de la qualité des milieux aquatiques. Alors, autre événement, donc pour faire une petite synthèse, ça c'est aussi ce qu'a dit le rapport du GIEC, hein, et c'était un des points importants et nouveaux du dernier rapport, c'est qu'aujourd'hui, on sait que les événements extrêmes, météorologiques et extrêmes, deviennent plus fréquents, plus intenses en lien avec la hausse des températures. Ça veut dire qu'avant, un événement météorologique extrême, c'est ponctuel dans l'espace, c'est ponctuel dans le temps, et on avait beaucoup de mal à le modéliser, c'est un événement météorologique. Donc c'est très dur de l'associer à l'évolution du climat. Maintenant, on a assez de recul, assez de données pour associer ces événements météorologiques extrêmes au changement climatique. Alors là, j'ai mis un petit graphique, hein, depuis 2015. On voit que des vagues de chaleur, quelquefois on en a plusieurs par année, hein, 2015 on en a eu 3. On voit qu'on en a quasiment toutes les années. On bat régulièrement des records en 2019, en 2022, et aussi des sécheresses. Les sécheresses, il y en a toujours eu, hein, comme les vagues de chaleur. En 1921, par exemple, c'était une sécheresse extrême dans la région, équivalente de 2017, voire peut-être un petit peu moins que 2022. Mais donc voilà, le problème, c'est que ces sécheresses, elles deviennent elles aussi de plus en plus récurrentes, et elles sont concomitantes avec les événements de canicule. Donc aujourd'hui, le problème, ce n'est pas un événement météorologique extrême, c'est leur évolution. Ça veut dire c'est leur récurrence et leur concomitance. Que ce soit les écosystèmes ou les cultures, elles n'ont quasiment plus le temps de se remettre des événements climatiques successifs, qu'ils soient en été, qu'ils soient en hiver, que ce soit des sécheresses, que ce soit des tempêtes, des événements extrêmes qui vont favoriser la dégradation des sols, de précipitations extrêmes. Voilà, ces événements se multiplient. Pour l'évolution des épisodes méditerranéens, par contre, jusqu'à présent, on n'était pas sûr que ça soit lié au changement climatique. Il y en a toujours eu. En fait, les derniers articles montrent qu'il y a une hausse sur l'arc méditerranéen de 15% de l'intensité de ces épisodes méditerranéens. Les épisodes de plus de 200 mm de pluie par jour ont doublé depuis les années 60. Donc on a une forte hausse, ça veut dire que même la probabilité de crue centennale a doublé en raison de l'augmentation des températures depuis les années 60. Donc dans les années 60, une crue de probabilité centennale, aujourd'hui c'est une crue de probabilité cinquantennale. Donc voilà, l'exposition à ces phénomènes augmente fortement. Combien ? Voilà, je parle beaucoup trop, donc je vais essayer d'aller encore beaucoup plus vite. Donc là, c'est l'évolution future des températures. Donc voilà ce qui nous attend. Alors, donc, on est ici, à peu près. Hein. Donc on voit que la courbe bleue, c'est les observations. Et on voit que les simulations qui partent depuis 2014, la courbe bleue est déjà au-dessus de la courbe rouge, qui est la simulation. Là c'est 3 scénarios. Le rouge, c'est on laisse faire. Le jaune, c'est on commence à mettre... En fait, c'est la courbe où on est. On a des ambitions, on commence à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, en tout cas au niveau de la France. Mais voilà, c'est pas encore ça. Et le vert, c'est l'objectif neutralité carbone. C'est celui qu'on parle, c'est les objectifs de la COP21 et de la stratégie bas carbone européenne. Donc si on arrive à suivre ces politiques, à partir de 2050, la température se stabiliserait et on arriverait à peu près à 2 degrés d'évolution de la température. Ce qu'on voit, c'est que l'ensemble des scénarios, jusqu'en 2050, ils se suivent. Donc jusqu'en 2050, quoi qu'on fasse,
on va aller vers une augmentation des températures. Et ça, c'est bien sûr, on parle souvent de l'inertie du système climatique, mais c'est surtout en fait le temps de mise en œuvre de nos politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et on ne peut pas appuyer sur un bouton en disant stop, c'est un processus long, compliqué, on le voit avec les COP qui sont des échecs successifs, on le voit avec un contexte international où tout le monde n'est pas vraiment d'accord. Donc on sait que ça va être long, et donc il y a tout un processus à mettre. Donc à minima, dans le meilleur des cas, jusqu'en 2050, les températures vont augmenter. Si on ne fait rien, si la planète arrive à plus 6 degrés, bah là, on aura beaucoup de mal à s'adapter. Si on est autour entre 2 et 3 degrés, on pourra essayer de s'adapter, de faire face aux effets du changement climatique. Ça, ce graphique-là, je vous l'ai mis, c'est l'évolution des températures annuelles dans le Var. Donc là, je parle de température mondiale, mais ça, c'est pour le Var. Donc ça, c'est les différents scénarios d'évolution des températures pour les départements du Var, tiré de la banque de données DRIAS de Météo France. Juste pour voir ce que ça donne, là j'ai mis un petit point. Donc j'ai fait une carte, c'est en 2050, sur le scénario qui correspond le plus à l'évolution des températures actuelles, ce qui est le scénario rouge, en espérant qu'à un moment ça aille moins vite. Donc là, ici, c'est une carte où vous voyez, c'est les anomalies de température maximale en été, donc en 2055. Donc ce qu'on voit, c'est que sur l'ensemble du Var, ici, on va encore prendre d'ici une trentaine d'années une hausse des températures qui sera de 2,5, 3 degrés en plus par rapport aux années 2015-2020. Non, même pas, 96. Donc par rapport à aujourd'hui, vu qu'on a pris pas mal ces derniers temps, il faut compter au moins sur une élévation supplémentaire de la température de 2 degrés par rapport à aujourd'hui. Donc on avait pris 2,1 degrés depuis le début du XXe siècle. Dans les 30 prochaines années, on va prendre encore au moins 2 degrés de plus sur le territoire. Donc c'est une hausse des températures globales, avec des paramètres qui vont évoluer, donc les températures moyennes, les températures maximales d'été, des vagues de chaleur. Aujourd'hui, dans la période 76-2005, le nombre moyen de jours par an de vagues de chaleur était à peu près de 2 jours. C'était pas tellement plus, en moyenne, parce qu'il y a des années, il n'y en avait pas, des années, il y en avait plus. D'ici 2050, on sera au moins à 17 jours de vagues de chaleur par an. Le nombre de nuits tropicales, c'est les nuits supérieures à 20 degrés. Elles aussi vont passer de 13 à 39. Très forte évolution. Ça veut dire que les températures minimales vont évoluer très très vite. Par contre, ce qu'on observe, c'est une diminution forte aussi du nombre de jours de gel. Ça ne veut pas dire qu'on aura moins d'exposition au nombre de jours de gel, vu que la végétation démarre beaucoup plus tôt. Voilà. Bon, pour les précipitations, je vais passer beaucoup plus vite. On voit que les tendances sont beaucoup moins nettes. Il y a beaucoup d'incertitudes sur les scénarios de précipitation, parce que c'est vraiment lié à... C'est très complexe, c'est beaucoup plus difficile à modéliser, et c'est plein de phénomènes de circulation atmosphérique. Ce qu'on voit, c'est que si on suit le scénario rouge, à partir de 2050, les températures, les précipitations diminuent significativement. Ça, c'est les précipitations annuelles. Si on prend les précipitations estivales, dans tous les scénarios, par contre, on observe une baisse assez sensible des précipitations. Je vais passer vite. Ouais, je vais conclure. Donc, je passe très vite sur le risque incendie. Bien sûr, très forte hausse des températures, diminution des précipitations, très forte hausse du risque incendie. Et ici, c'est le risque de méga-feu. On voit aujourd'hui sur le Var, on a une probabilité de méga-feu encore assez faible. D'ici une trentaine, cinquantaine d'années, le risque de méga-feu sera de plus en plus important et sera très significatif sur l'ensemble du département du Var. Donc, quoi qu'on fasse, il y a 2 grands groupes quand on parle de climat, 2 grands groupes de solutions. C'est l'atténuation, ça veut dire réduire nos émissions de gaz à effet de serre et favoriser la séquestration du carbone dans les sols et dans la végétation, et faire face aux conséquences du changement climatique. Et ça veut dire s'adapter. C'est 2 choses, on peut avoir des mesures qui font les 2 à la fois, mais c'est 2 choses qu'il faut mener de front. Et il faut bien sûr réduire nos émissions, sinon on va droit à la catastrophe. Mais on sait, et on le voit déjà aujourd'hui, il y a un impact fort du changement climatique. Il va être très fort, ça va de plus en plus vite. Donc il faut tout de suite commencer à mettre en place des mesures d'adaptation. On a encore une fenêtre de tir, mais il faut les mettre en place tout de suite. Il y a urgence, parce qu'on sait que changer les pratiques, mettre en place des mesures, c'est long. Et plus on attend, plus ça va être difficile.
parce que le climat exerce une pression et que voilà, il faut apprendre à changer nos pratiques, à trouver la bonne méthode pour arriver à, comment dire, avoir des pratiques qui soient socialement acceptables, qui soient efficaces, qui aient le temps de se mettre en œuvre, qu'on puisse les suivre. Effectivement, on a entendu parler de partage d'expérience tout à l'heure. C'est extrêmement important, ça veut dire qu'il faut expérimenter, il faut partager, il faut accompagner financièrement, techniquement, et voilà, essayer d'avoir aussi, quand on va mettre en place des changements de pratiques, essayer de viser le long terme. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas pour sécuriser sa production aujourd'hui aussi, mais on le fait pour sécuriser sa production et demain, en 2030, voire après. Ça veut dire que pour ça, il faut anticiper les trajectoires climatiques et les conséquences de ces effets du changement climatique sur les cultures, sur nos activités socio-économiques, sur nos sociétés, sur nos écosystèmes. Donc l'anticipation, c'est important. Et pour ça, il faut des connaissances scientifiques. Donc il faut que les scientifiques qui travaillent avec vous puissent centraliser l'ensemble des informations. Et que quand on met en place des processus sur les territoires, il faut partager les expériences. Et autre point qu'on ne fait peut-être pas assez à mon sens, c'est le suivi. C'est-à-dire que quand on a des changements de pratiques, mettre en place des suivis pour pouvoir voir ce qui marche pas, pour voir par exemple même au niveau de la, du rendement, de la viabilité économique des changements de pratiques, combien de temps ça met. On parle de séquestration du carbone dans les sols, on va essayer d'enherber, on va essayer de on va faire un peu de l'agroforesterie. Sur les co-bénéfices, combien de temps ça va mettre, quels vont être les co-bénéfices, et combien de temps ça va mettre pour devenir rentable. En fait, voilà, c'est plein de choses qu'il faut arriver à suivre et partager pour essayer de taper dans la bonne direction. Et j'ai fini. Désolée, je dois vous interrompre. Merci, on aura le temps peut-être d'approfondir avec des questions. Merci beaucoup.